Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de première S sur les cristaux ioniques et le mécanisme de dissolution. Je vais commencer par quelques rappels sur les ions qui sont issus d'atomes instables. Par exemple, l'ion sodium comporte un seul électron sur sa couche externe, donc pas 8. Il est donc instable et une possibilité pour lui de devenir stable, c'est de perdre cet électron externe et de devenir donc l'ion sodium Na+, avec comme structure électronique K2L8, structure électronique du gaz rare le plus proche. Le soufre n'est pas stable non plus, l'atome de soufre n'est pas stable non plus, mais lui, il lui manque 2 électrons pour saturer sa couche, donc il peut devenir l'ion sulfure S2- avec ses 3 couches saturées. Dernier exemple, le chlore, pas stable non plus, qui peut devenir l'ion chlorure K2L8N8. Je rappelle aussi que si un atome instable ne devient pas un ion pour se stabiliser, il peut former des liaisons covalentes. Mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Alors pour bien maîtriser la suite, il y a un certain nombre d'ions à connaître. Ça simplifiera beaucoup le travail et surtout la compréhension de tout ce qui suit. Cette liste est donnée dans le document d'accompagnement de cette vidéo. Alors elle comporte des ions dits monoatomiques, c'est-à-dire composés d'un seul noyau, comme Na+, K+, H+, et des ions polyatomiques qui, eux, comportent plusieurs noyaux. Alors c'est le cas de l'ion nitrate, NO3-. Alors attention, c'est l'ensemble NO3 qui a gagné un électron, donc le moins, l'électron gagné, concerne l'ensemble NO3. Il est à noter que dans l'eau, l'ion hydrogène H+, le premier de la liste, se combine quasi immédiatement à une molécule d'eau pour donner l'ion H3O+, qu'on appelle l'ion oxonium. Je vais maintenant rappeler 2-3 petites choses sur les solutions, et en particulier sur les solutions aqueuses. Alors, une solution, c'est un mélange faisant intervenir un solvant, qui est l'espèce majoritaire. Alors, l'espèce majoritaire, si cette espèce majoritaire c'est l'eau, on parlera de solution aqueuse. Il existe des solutions ammoniacales, des solutions alcooliques, mais nous ne travaillerons que sur des solutions aqueuses. Et les espèces qui sont dissoutes à l'intérieur de ce solvant majoritaire, eh bien, s'appellent le ou les solutés, donc en quantité minoritaire, et sans état physique particulier, ni solide, ni liquide, ni gazeux, tout simplement parce que ces particules qui peuvent être des ions ou des molécules sont dispersées à l'intérieur du solvant, donc puisqu'ils sont tout seuls, ne peuvent pas donner une description macroscopique d'un état physique. Enfin, la concentration de ce soluté s'exprime si c'est la concentration massique en grammes par litre ou si c'est la concentration molaire en mol par litre. Ainsi, une solution de chlorure de sodium à 1 g par litre signifie que dans 1 litre de solution, il y a en tout 1 g de soluté. Alors ces rappels étant faits, qu'est-ce que c'est qu'un cristal ionique, qu'on appelle aussi un sel ionique, ou un sel tout simplement, un cristal ou un solide cristallin? Alors je vais partir d'un exemple simple, le chlorure de sodium. C'est celui qui constitue l'essentiel de ce qu'on appelle le sel de mer. Alors le chlorure de sodium est composé d'ion chlorure et d'ion sodium, Cl- et Na+, symbolisés ici par des sphères. Le cristal ionique, c'est un empilement régulier de ces ions. Ce qui permet cette cohésion de l'ensemble des ions, c'est évidemment les charges contraires que chacun d'entre eux porte. En effet, l'ion sodium Na+, par exemple, est entouré de proches voisins qui sont les ions chlorure, de charges contraires, ce qui va le stabiliser par force électromagnétique, puisqu'on sait que les charges de signes contraires s'attirent. Alors évidemment, les ions de même charge ont tendance à se repousser, mais comme entre sont intercalés des ions de charge contraire, l'ensemble a une certaine cohésion. Alors cette forme géométrique microscopique assez simple, cette alternance régulière, c'est elle qui explique qu'au niveau macroscopique, eh bien, les cristaux de sel forment ces espèces de cubes avec des arêtes et des faces relativement régulières. Évidemment, cette représentation est valable en 3 dimensions. Donc l'assemblage des ions se fait selon les 3 dimensions. Alors un cristal peut contenir des millions, des dizaines de millions de chaque ion. Alors on ne va pas s'amuser à donner une formule brute respectant exactement le nombre d'ions présents, on va donner une formule dite statistique. Alors par exemple ici, ce cristal ionique de chlorure de sodium sera nommé NaCl.
ça ne veut pas dire qu'il comporte un seul ion Na+, et un seul ion Cl-. Ça veut dire tout simplement qu'en proportion, statistiquement, un Na+, est entouré d'un seul Cl-. Autrement dit, les proportions sont de 1 pour 1 dans le cristal ionique. Alors ça sous-entend que c'est peut-être pas toujours le cas. Effectivement, si on prend par exemple le chlorure de calcium, CaCl2, eh bien s'il a cette formule, c'est qu'il est composé d'ions calcium, Ca2+, donc voir la liste précédente, et d'ions chlorure Cl-. Mais ce n'est pas CaCl ou CaCl3, CaCl2, tout simplement parce que dans la structure cristalline, dans la maille cristalline, il y a en moyenne un Ca2+, un ion Ca2+, pour 2 ions Cl-. Tout simplement pour que la cohésion soit assurée, il faut que l'ensemble des charges se compense. Ça m'amène à une remarque très importante, c'est que le cristal ionique est toujours globalement électriquement neutre. Alors vous comprenez aussi que cette formule statistique n'est compréhensible que si on connaît la formule des ions associés. Alors un autre exemple, le sulfate de sodium, Na2SO4, signifie que en moyenne, il y a 2 ions Na+, pour un ion SO4 de moins, un ion sulfate. FeOH3, lui, contient des millions d'ions dès qu'il est un peu conséquent, mais en moyenne, un ion Fe3+, pour 3 ions hydroxyde HO-. Et enfin, CaCO3, carbonate de calcium, un des solides responsables du tartre dans les canalisations, et bien en moyenne, il y a un Ca2+, pour un ion CO3 de moins carbonate, puisque les deux ions ont des charges totalement contraires. Alors attention, le cristal ionique, le sel ionique est toujours électriquement neutre. Il n'y a pas un excès d'une charge positive ou négative à l'intérieur du cristal. Alors ce qui pose un petit peu problème quand on voit ces formules, c'est qu'on peut se demander, si on voit CaCl2 par exemple, comment on peut savoir si c'est un cristal ionique ou un composé moléculaire, composé d'un atome de calcium et de 2 atomes de chlore dans le cas présent. Il n'y a malheureusement que l'expérience et les connaissances chimiques qui permettent d'en être sûr, mais bon, progressivement on s'y fait, vous allez vous y habituer. J'insiste bien sur le fait que la connaissance des quelques ions que j'ai donnés tout à l'heure est importante. Pour terminer sur cette description, je rappelle quand même une chose, c'est que tous les composés solides ne sont pas forcément des sels ioniques. Il y a aussi des composés, des solides moléculaires, donc composés de molécules. C'est par exemple le cas du sucre, du morceau de sucre, qui est composé d'un très très grand nombre de molécules de saccharose accrochées les unes aux autres. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un cristal ionique, nous allons voir le mécanisme de dissolution de ce cristal ionique, et notamment dans l'eau. Alors ce mécanisme de dissolution, qui fait que le sel va se disperser à l'intérieur du solvant, se produit en 3 étapes. La première étape, c'est la dissociation. Alors je reprends l'exemple du chlorure de sodium en contact avec les molécules d'eau du solvant. Je rappelle que la molécule d'eau est un solvant polaire, la polarité des molécules faisant l'objet d'une autre vidéo. Et attention parce que c'est une des conditions nécessaires pour qu'il y ait cette dissociation selon le mécanisme que je vous présente maintenant. Alors pour simplifier l'écriture, je vais enlever les charges partielles, la delta plus et delta moins, je vais les remplacer par un petit plus, un petit moins directement sur la molécule d'eau. Lorsque ces molécules d'eau vont entrer en contact avec le sel, et bien par force électrostatique, c'est-à-dire interaction entre les molécules d'eau polaires et les ions qui constituent le cristal, et bien le côté de la molécule d'eau qui est de charge opposée à l'ion du cristal va être capable de disloquer ce cristal, c'est-à-dire que la force exercée par la molécule d'eau polaire sur l'ion de charge contraire va être supérieure à la force de cohésion à l'intérieur du cristal. Une fois que cette dissociation, cette dislocation a eu lieu, les molécules de solvant entourent les ions qui viennent d'être retirés du cristal. C'est ce qu'on appelle la solvatation. Alors cette solvatation, on l'indique dans la modélisation par une petite parenthèse, AC qui veut dire aqueux. Donc Na plus aqueux ici veut simplement dire que dans la solution, l'ion se trouve entouré de molécules d'eau. Alors vous constatez que les molécules d'eau ne vont pas se positionner de la même façon suivant qu'elles entourent, qu'elles solvatent un ion négatif ou un ion positif. Alors le nombre de molécules d'eau qui entourent chaque ion varie suivant le type d'ion. Grâce à l'agitation moléculaire liée à la température, eh bien, ces molécules vont pouvoir entraîner
les ions à l'intérieur de la solution, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Cette dispersion va être mécaniquement accélérée par le phénomène d'agitation. Voilà pourquoi quand on agite une solution contenant des grains de sel par exemple, eh bien la dissolution va être accélérée. Alors ce mécanisme de dissolution étant décrit, il amène à plusieurs remarques. La première, c'est que cette dissolution ne peut se faire que si le solvant est polaire. En effet, s'il ne l'est pas, il ne pourra pas exercer des forces électrostatiques sur les ions constituant le cristal pour le disloquer. Alors par exemple le sel dont on parle, si on le met en contact avec du cyclohexane qui n'est pas polaire, eh bien il ne se dissoudra pas à l'intérieur de ce solvant. La deuxième remarque est liée au fait que les molécules d'eau entourent les ions qui ont été disloqués. Eh bien, si l'intégralité des molécules de solvant est mobilisée pour solvater le soluté, la solution est dite saturée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de molécules de solvant libres, elles sont toutes occupées à solvater les ions qui sont partis dans la solution. Alors la conséquence, c'est que si on rajoute encore du sel à une solution saturée, eh bien il n'y aura plus de dissolution. Alors c'est ce qu'on observe par exemple quand on rajoute en grande quantité du sel, ici par exemple le chlorure de sodium, et qu'on constate que tout ce qu'on a rajouté ne se dissout plus. Il reste du cristal et la partie aqueuse autour contient bien des ions chlorure et des ions sodium. Ils sont tous entourés de leurs molécules de solvant. C'est ce qu'on a notamment dans les marais salants. La troisième remarque, c'est que le solide ionique étant électriquement neutre, la solution aqueuse qui en découle le sera aussi. Voilà pourquoi une solution aqueuse est toujours neutre. Si elle contient des ions positifs, forcément elle contient des ions négatifs dont les charges vont compenser celles des ions positifs. On parle des fois d'électroneutralité d'une solution aqueuse. Comment maintenant écrit-on les équations de ces dissolutions? Alors vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais prendre encore l'exemple du chlorure de sodium. On a au départ le chlorure de sodium avec sa formule statistique NaCl. Eh bien, pour indiquer que c'est un cristal ionique, on met un petit s qui signifie solide entre parenthèses. Donc il faudra vous habituer maintenant à le mettre. Et bien après la transformation, ce cristal ionique va donner Na+, et Cl-, pour lesquels on va préciser qu'ils sont aqueux, c'est-à-dire solvatés, entourés de molécules d'eau. Et au passage, vous constatez qu'à aucun moment on ne fait apparaître que l'eau intervient. Ou plutôt, on le fait apparaître, mais en mentionnant que ces ions sont aqueux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'eau reste de l'eau, donc elle n'est pas modifiée, elle n'est pas transformée. Alors s'agit-il vraiment d'une réaction chimique? C'est un petit peu discutable puisque dans NaCl, on avait déjà un empilement d'ions Na+, et Cl-, et ils sont simplement séparés par l'eau. Voilà pourquoi vous verrez des fois que la dissolution n'est pas une transformation chimique, mais une transformation physique. Bon, de mon point de vue, de toute façon, c'est une question qui ne se pose pas vraiment. Alors, deuxième exemple, le chlorure de calcium. Alors, le chlorure de calcium, on a vu tout à l'heure que c'était CaCl2, sa formule globale statistique. Donc, lorsqu'il va se dissoudre, il va donner l'ion Ca2+ aqueux, mais attention, 2 fois l'ion Cl-, puisque dans la formule statistique, Ca2+ est entouré de 2 ions Cl-. Alors la conservation des charges, de toute façon, on impose de l'écrire comme ça, mais évidemment c'est cohérent avec la structure du cristal ionique. Si je prends maintenant l'hydroxyde de fer 3, FeOH3, évidemment il donnera l'ion Fe3+ aqueux et 3 ions hydroxyde HO- aqueux. Une petite remarque en passant, et l'inverse, eh bien c'est ce qu'on appelle la précipitation. Par exemple, la précipitation du chlorure de sodium, c'est lorsque l'ion sodium et l'ion chlorure se recombinent pour donner le cristal ionique NaCl correspondant. La précipitation étant en fait donc l'inverse de la dissolution. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on obtient après dissolution? Donc on obtient une solution aqueuse, et on va voir comment on peut obtenir les concentrations des différents ions en solution après la dissolution. Alors je vais reprendre l'exemple du chlorure de sodium, NaCl. Je vais dire par exemple ici que je prends 1 mol de ce solide ionique, 1 mol de soluté. Je rajoute du solvant pour avoir en tout 1 litre de solution. Donc vraisemblablement j'en ai mis un petit peu moins de 1 litre pour que le total, donc soluté plus solvant, occupe un volume de 1 litre. Les valeurs numériques sont uniquement indicatives pour bien comprendre ensuite les calculs. Alors il va y avoir évidemment dissolution,
Donc les ions sous l'action des molécules d'eau vont se disperser dans la solution et vont se solvater. On dira que la concentration en soluté apportée, C, est égale à N sur le volume de solution, N étant la quantité de matière de soluté apportée, c'est-à-dire ici 1,0 sur 1,0, c'est-à-dire 1,0 mol par litre. Alors cette concentration en soluté apportée représente une concentration fictive, en fait, ce serait la concentration en soluté avant sa dissolution. Ici, j'en ai apporté 1 mol dans 1 litre de solution. Simplement, en réalité, il y a eu dissociation de ce cristal. NaCl a donné Na+, et Cl-. Donc, une fois NaCl donne une fois Na+, une fois Cl-. Donc NaCl n'existe plus. Voilà pourquoi on parle aussi de concentration effective en ion, après la dissolution. Alors on la note entre crochets, donc par exemple ici, la concentration en Na+, après dissolution, donc Na+, entre crochets, est égale évidemment à la concentration en soluté apportée. Pourquoi? Parce que 1 mol de NaCl apporté permettait de libérer 1 mol de Na+, d'après l'équation chimique. Mais l'autre ion est aussi présent, l'ion chlorure, et sa concentration est égale à C aussi. Alors on se retrouve maintenant avec deux solutés en solution, l'ion sodium Na+, et l'ion chlorure Cl-, qui ont chacun la même concentration. Mais on parle de concentration effective parce que ces ions sont effectivement en solution, on pourrait les mettre en évidence. Alors là où il va falloir faire attention, où ça se corse un petit peu, c'est lorsque le cristal ionique donne des ions en quantité différente. Exemple, le chlorure de calcium, CaCl2. CaCl2 donne un ion Ca2+, pour 2 ions Cl-. Alors si je mets par exemple 1 mol de CaCl2 dans 1 litre de solution, c'est-à-dire je complète avec de l'eau pour avoir au total 1 litre de solution, la concentration en soluté apportée sera bien de N sur V solution, c'est-à-dire 1 mol sur 1 litre, c'est-à-dire 1 mol par litre, mais la concentration effective en ion va être différente. Alors, comme 1 CaCl2 donne 1 Ca2+, la concentration en Ca2+, sera bien de 1 mol par litre, mais par contre, comme 1 CaCl2 donne 2 Cl-, il y aura après dissolution 2 fois plus de Cl- que j'ai apporté de CaCl2 dans la solution. Donc sa concentration effective Cl- sera égale à 2 fois la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire ici 2 mol par litre. Alors cette concentration en soluté apportée est très importante parce que par exemple si vous avez une solution aqueuse qui contient des ions, par exemple du chlorure de calcium, et bien sur l'étiquette sera notée la concentration en soluté apportée. Et donc il faudra faire attention de recalculer la concentration effective des ions. Voilà, je vous remercie. J'espère que tout était clair pour vous. Je vous dis à bientôt.